Regards, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise. Vous avez déposé hier avec 4 autres groupes politiques, dont les parlementaires de la majorité, enfin certains parlementaires de la majorité, une proposition de loi prônant une légalisation contrôlée du cannabis. Ça veut dire quoi, une légalisation contrôlée du cannabis ? C'est que c'est l'État qui contrôle, voilà, et qui en assure le monopole. Pourquoi c'est une mesure qui a un lien avec la question de sécurité, les questions de santé publique et les questions aussi sociales. Je m'explique. Sécurité, parce qu'en réalité, moi j'estime que à partir du moment où on n'arrive pas, pour diverses raisons, à interdire une consommation de drogue, en tout cas d'un stupéfiant, à partir du moment où on n'arrive pas à empêcher le trafic, il vaut mieux faire en sorte de tarir la source de ce trafic. Et la source de ce trafic, c'est le cannabis lui-même, c'est la diffusion du cannabis, etc. Bon, c'est un peu comme la question de la prohibition aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire que moi je me rappelle de la scène des Incorruptibles avec Elliot Ness, qui à la fin trouve des moyens pour coffrer Al Capone et qui dans les dernières scènes apprend que c'est la fin de la prohibition et qui du coup va boire un coup. Bon, je pense que la fin de la prohibition a plus fait en réalité que les enquêtes des policiers pour affaiblir en tout cas Al Capone. En tout cas, tarir au moins une des sources d'approvisionnement de la mafia. C'est la même chose. Là, ce qui se passe, c'est que dans des circonscriptions comme la mienne, à Saint-Ouen, le trafic de cannabis pourrit la vie de centaines de gens, d'immeubles entiers qui sont dédiés à ça et où les gens, les habitants ne peuvent rien faire. Donc dès lors qu'on n'arrive pas en réalité à l'interdire, il faut l'organiser. Et pas l'organiser par le marché. Parce que le marché, sa préoccupation, ça va être de vendre plus de cannabis. Ça va être de vendre y compris des cannabis peut-être avec des qualités moindres. Donc il vaut mieux que ce soit un monopole d'État et qui du coup assure ensuite l'accompagnement santé du produit et puis aussi la question de la prévention, parce qu'il ne s'agit pas de favoriser plus de consommation de cannabis. Qu'est-ce que vous répondez à ceux justement qui vous disent qu'en légalisant le cannabis, c'est d'autres drogues, d'autres trafics qui prendront le rôle dessus ? Non, ça je ne crois pas du tout. Voilà, je ne crois pas que ça soit le cas. D'ailleurs, excusez-moi, mais la France est le pays où on consomme le plus de cannabis, si je ne me trompe pas, en Europe. Oui, il y a une hypocrisie dessus. Donc il y a une hypocrisie, je veux dire, on n'arrive pas à les limiter. Donc les policiers, vous savez, maintenant quand vous parlez avec des policiers, beaucoup vous disent que c'est effectivement la solution, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'il faudrait qu'ils interviennent en permanence. Moi je préfère d'abord qu'on crée des emplois par quelque chose de contrôlé par l'État plutôt que par la mafia, ou par des bandes de gros dealers. Et puis voilà, je fais plus confiance à l'État pour arriver à vendre un produit de qualité, et surtout en l'accompagnant de mesures de prévention. L'idée n'est pas de le faciliter. De toute façon, moi je pense que je ne sais pas si c'est cette loi qui va déboucher, mais je vous parie tout ce que vous voulez que dans les années à venir, on va finir par y arriver, parce que... Dans ce quinquennat, on va pouvoir... possiblement. En tout cas, il y a une majorité, à mon avis, il y a une majorité disponible. Alors, je ne sais pas si le gouvernement... Le gouvernement se dit ouvert sur la question du cannabis thérapeutique, oui, mais pas tant sur... Oui, mais ça, c'est un peu une hypocrisie, quoi, parce que le cannabis thérapeutique, on sait que c'est utile, donc c'est pour plein de gens, donc il faut le faire. Mais en réalité, chacun sait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus pénalisé si vous consommez du cannabis. Ce n'est pas vrai. Moi, je sais pas. En plus de ça, pourquoi je vous dis que c'est une question sociale, c'est que ça pourrit la vie des gens dans les quartiers populaires. C'est-à-dire, c'est pas dans les centres urbains. Moi, je vois à Saint-Ouen, donc vous avez des barres d'immeubles entières qui sont contrôlées entièrement par des dealers. Les gens qui viennent de l'autre côté du périph', très souvent, acheter. Mais n'empêche, c'est pas dans le centre urbain que ça pourrit la vie des gens. C'est dans les quartiers populaires. Et ça, il n'y a pas de raison. Donc à partir de là... en tout cas, je ne vois pas d'autre solution, sinon qu'on nous en présente une, mais là, c'est la plus crédible et la plus réaliste. Un mot sur la méthode. Je l'ai dit, vous signez cette proposition de loi avec des socialistes ou apparentés socialistes, mais aussi des députés de la majorité, certains députés de la majorité. Après Aéroport de Paris et l'arc républicain, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a que des combats communs à mener ? Non. En tout cas, c'est pas... pour répondre à la question, on ne va pas
à partir de ces exemples, imaginer une construction politique, un débouché politique, un gouvernement d'union nationale avec des républicains ou des députés centristes et autres. C'est pas ça la question. Mais d'ailleurs, pas plus que si on le signait avec aucun député de droite, on imaginerait pour l'instant un débouché politique avec le Parti socialiste tel qu'il est. Donc n'allons pas y voir ça. Nous, on a toujours eu, depuis qu'on s'est installé à l'Assemblée, on a toujours eu à France Insoumise, on a toujours défendu l'idée que quand on était contre une loi, un projet, à partir du moment où on arrivait non seulement à s'y opposer, mais aussi opposer pour les mêmes raisons, il n'y avait pas de raison qu'on ne le signe pas avec d'autres députés, quel que soit leur courant politique. On l'a fait dès le départ. La première fois où ça a été fait, c'était fait en juillet 2017. On venait juste d'arriver. C'était sur la question du verrou de Bercy. Je me souviens, c'est moi qui ai été discuté avec notamment Charles de Courson, etc. Et du coup, ça a produit la mission qui a réfléchi sur cette question et qui, en partie, débouche sur des propositions de limitation du verrou de Bercy. Donc, pour nous, ce n'est pas nouveau. Ça n'a aucune concrétisation de débouché politique, mais c'est une façon de jouer notre rôle de parlementaire. Ce week-end, la France Insoumise se réunit pour sa convention nationale. C'est quoi l'enjeu pour vous, pour la France Insoumise d'ailleurs ? L'enjeu, on a subi un coup, quoi. On va pas faire de langue de bois. Moi je pense que c'est une chute de tension. Pour ça comme vous voulez en termes, c'est-à-dire qu'en gros on peut rebondir. Et donc là, c'est une assemblée représentative pour justement nous permettre de réfléchir à ce qui s'est passé, prendre des bonnes décisions. Et puis montrer aussi que pour l'instant, ce que nous représentons n'est pas occupé. L'espace politique, qui est celui de la transformation, de l'émancipation, du partage des richesses, de la planification écologique, en gros d'une issue, on va dire, réellement progressiste. Alors je fais attention avec le terme, parce que comme les macronistes le prennent, mais enfin bon, par rapport à la situation, est toujours largement occupé par la stratégie qu'on propose de révolution citoyenne, d'application citoyenne, et par aussi le programme que nous défendons, l'avenir en commun. Bon, voilà, c'est ça l'enjeu de cette assemblée représentative. C'est de rebondir. Il y a l'échec des élections européennes, mais il y a aussi les critiques en interne. Comment vous répondez justement à ces critiques en interne ? Je pense notamment à cette tribune du JDD où Charlotte Girard, notamment, qui signe cette tribune, appelle avec d'autres à un processus populaire et constituant. Pourquoi ils se mettent à l'écart de ce qu'a été justement de ce que j'ai compris, c'est plus tellement en interne, parce que c'est des gens qui parlent. Donc, moi, dans une situation... Reprenons globalement le problème. Moi, je crois que le résultat de France Insoumise s'explique principalement, pas que, mais principalement, par le fait que nous sommes dans un moment de recul. Quand je dis nous, c'est tout notre espace politique au niveau européen, dans l'espèce de course de vitesse que nous avons avec l'extrême droite pour savoir quelle sera l'issue au néolibéralisme et à l'extrême marché, etc. Bon, voilà, qui est à mon avis en crise, qui ne s'en sortira pas, je ne crois pas. On annonce déjà, et elle va venir de toute façon, la prochaine crise financière, sans même parler des questions climatiques, évidemment toujours plus prégnantes. Vous allez voir le pic de canicule la semaine prochaine, ça va rappeler ça à tout le monde. Plus les questions de problématiques de contournement des souverainetés populaires. Enfin, le tableau, il faut bien voir qu'on est dans un tableau où le risque, c'est un risque civilisationnel. Donc, de même ampleur que ce qui a été vécu avant la Première Guerre mondiale, avec ce qui a suivi, même certainement de plus grande ampleur avec la question climatique. Je dis juste ça pour voir dans quelle situation nous sommes. Et dans cette course de vitesse, ces élections européennes ont sanctionné le fait qu'on était très très en retard par rapport à l'extrême droite. Quand je dis en retard, c'est qu'on a même reculé. Donc, à partir de là, moi j'appelle un peu à la raison, quoi. C'est-à-dire, il y a une double raison. D'abord, quand on est dans une situation comme ça, on ne jette pas par la fenêtre ce qu'on a réussi à construire. Et quoi qu'on pense, France Insoumise, un mouvement qui a réussi à rassembler 19% des voix à la présidentielle, 11% législatives, qui envoie un groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui envoie quand même des députés européens, en le multipliant par 3 le nombre de députés européens, qui rassemble en termes de militants des dizaines de milliers de personnes sur le terrain et des centaines de milliers de personnes qui soutiennent, qui pour ma génération, un fait extrêmement important, a fait en sorte qu'aujourd'hui le Parti socialiste, c'est plus le blocage
de tout notre espace politique, où à chaque fois la question c'était est-ce qu'on gouverne avec eux, est-ce qu'on appelle à voter. Bon. Tout ça, c'est des éléments qui sont non seulement positifs, mais c'est un acquis à tout le monde. Donc moi j'appelle à la raison tous ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas satisfaits du fonctionnement interne, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de telle ou telle ligne politique, disent soit c'est le Big Bang et puis il faut tout reconstruire. Bon, ça c'est notamment l'appel de Clémentine qui laisserait penser que on repart de tout à zéro. Soit par exemple on pense que la solution c'est les cercles constituants, qui me semble est un peu... moi je pense qu'on est plutôt encore dans une période destituante et qu'il faut avoir des mots d'ordre qui sont en adéquation avec le rapport de force. Alors, par exemple, imaginez aujourd'hui, pour quiconque connaît la situation, qu'on est à la veille de pouvoir avoir des cercles constituants, que c'est ça la solution pour mettre en mouvement les gens et qui vont venir par... quand je dis les gens, c'est pas juste une avant-garde éclairée, c'est pas juste des gens qui parlent au nom des gens, c'est une masse critique suffisamment importante qui se saisit de cette question pour se remobiliser, qui je pense ne correspond pas au rapport de force que nous connaissons. Il l'était peut-être possiblement après le premier tour des présidentielles, mais là on a subi un revers, donc il faut reconstruire pour justement repermettre cette mobilisation en vue d'une constituante. Bon, je dis que mais tout ça est à mon avis, je leur dis, c'est pas responsable. Je leur dis c'est pas responsable. Et en même temps, vous leur dites que ça se passe en interne au sein de la France Insoumise. En interne, ça ne veut pas dire qu'on ne s'exprime pas publiquement. Ça, c'est autre chose. Moi, je vais le faire prochainement. Ça ne veut pas dire... Je pense que les contributions, on n'est pas dans un moment où c'est interdit de s'exprimer publiquement. Mais par contre, on ne s'accache pas l'outil. Bon, que je sache, personne n'a pris notre place dans l'espace politique. Europe Écologie n'a pas pris cette place parce que je pense incapable de fédérer à la fois justement le mécontentement populaire, la volonté qu'ils dégagent tous, et en même temps un projet alternatif qui réponde à la fois à la question du climat et à la question du capitalisme, pour aller vite. Bon, que je crois être pour ma part l'écosocialisme. Je crois qu'on devrait plus porter, nous en termes d'alternatives, si on avait un mot en isme à défendre aujourd'hui, et qui nous identifie par rapport à la situation, je pense qu'on devrait défendre l'écosocialisme. Par exemple, c'est une contribution que moi je compte apporter dans nos débats. Mais on peut le faire, on peut... mon sentiment, c'est qu'on peut le faire à partir de France Insoumise. Donc voilà, c'est ça que moi je reproche. Et d'un autre côté, je le dis à tout le monde aussi, y compris par rapport à des gens qui réagissent des fois violemment sur les réseaux sociaux, en interne, etc. N'importons pas la conflictualité du eux et du nous. Je ne sais pas si c'est ça qui est le moteur essentiel. Je remarque que Macron ça n'a pas de sens, dans notre débat, espace le politique. gauche populisme de gauche. Ce débat, il n'est pas... Il existe, mais est-ce que franchement c'est ça qui doit en faire en sorte qu'on explose? Franchement. Parce que, moi je vais vous dire une chose, je lis ce que les gens proposent, tous, en termes de stratégie. Tout le monde propose un mouvement citoyen. Personne ne défend des cartels de partis, qui soient soutenus par tous ceux qui le veulent, y compris des forces de politiques comme la nôtre. Bon, est-ce qu'à partir de là, on ne peut pas s'entendre, au-delà de savoir si ce qu'on doit défendre comme stratégie, c'est le populisme, ou ce qu'on doit défendre comme stratégie, c'est quelque chose qui vise plus à permettre de rassembler tous ceux qui, à gauche, veulent porter cet espoir. Bon, à certains moments, je vous assure que le débat me semble amplifié, et moi je dis que c'est peut-être pas ça en tout cas c'est pas ça qui nécessite notre éclatement, notre affaiblissement, voilà. Et puis ça montre aussi que Jean-Luc Mélenchon a justement, et c'est bien pour ça qu'à mon sens ça reste la personne ad hoc pour incarner notre fonction tribunicienne dans les mois à venir, a justement lui réussi à incarner de manière naturelle à la fois les deux, à la fois le sentiment dégagiste, la vague dégagiste, etc., bon, qui pour l'instant va plus vers le Front National, observons-le, ou l'abstention, et à la fois, j'allais dire, un projet en positif qui réponde aux aspirations de ce qu'on appelait autrefois le peuple de gauche, qui est orphelin de ce projet. Lui l'a fait naturellement, c'est aussi un de ses atouts. Avant de désigner le candidat des élections européennes 2022, il y aura les municipales. Présidentielles. J'ai dit quoi? Européenne. Présidentielle de 2022. Il y aura les municipales, et d'ailleurs, vous avez dû voir hier la tribune, l'interview d'ailleurs de Fabien Roussel dans Le Monde, qui appelle l'ensemble des forces de gauche à se réunir pour ces municipales. C'est souhaitable selon vous? Écoutez, prenons un exemple Paris. J'ai vu que Daniel Simonet avait répondu très bien par rapport à ça.
on fait quoi ? On va s'allier, y compris avec Anne Hidalgo, alors même qu'ils viennent de décider de budget encore plus d'austérité que leur demande le gouvernement. Sur quelle base on va s'allier ? Moi, je crois que cette espèce de sauve-qui-peut qui revient sur les recettes du passé, sans même aller vérifier que tel ou tel parti de cette alliance qui nous est proposée et qui, sur le plan électoral, additionné, fait peu. Hein. On voit bien que ce n'est pas ça qui nous permet d'être majoritaire. Mais qui ne vérifie pas, par exemple, où en est le Parti Socialiste aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a un côté retour dans les années 60 qui n'a pas d'efficacité, qui n'a pas d'efficacité concrète. On peut considérer que les rapports de force se sont inversés aujourd'hui et que justement, vous pourriez conduire des coalitions sur la base d'un programme qui serait celui du programme de la France Insoumise. Mais ce que nous proposons, d'abord, je ne crois pas, ça c'est d'un point de vue c'est-à-dire stratégique, je ne crois pas que la réunification de cartels de partis et d'étiquettes de partis permet justement ce qui est à mon avis essentiel, c'est-à-dire que de persuader des centaines de milliers de nos concitoyens de s'impliquer dans la politique, enfin de s'impliquer par exemple dans les municipales, dans des actions, etc. Je ne le crois pas, voilà, premièrement. Donc ça ne répond pas à cette question. La deuxième chose qui ne répond pas à cette question, c'est que en quoi, enfin je veux dire, même si le rapport de force, comme vous dites, est inversé, mais je n'entends pas, par exemple, de la part du Parti Socialiste, un examen... Certains, oui. Je vois, par exemple, Carvounas l'a fait. Alors, je l'entends. C'est quelqu'un qui vient de la matrice, y compris valsienne, qui porte des critiques sur ce qui a été fait. Mais enfin, ce n'est pas aujourd'hui ce qui est porté par la direction du Parti Socialiste. Ce n'est pas ce que j'entends. Donc voilà, sur les municipales, c'est clair que ce n'est pas ça la recette qui va. C'est peut-être ça qu'espère le Parti communiste pour arriver à sauver ce qui lui reste de mairie, mais ce n'est pas ça qui va, à mon avis, permettre de rebondir et de préparer la phase suivante, qui est celle de donner les conditions pour gouverner le pays, et ce qui nous préoccupe toujours essentiellement. C'est toujours le même débat. Vous savez, quand on avait vu Pierre Laurent dans le congrès du Parti communiste qui a précédé l'élection présidentielle de 2017, on lui parlait de comment on espérait gagner la présidentielle et gouverner le pays. Et Pierre nous répondait dans une réunion interne, moi mon problème c'est les municipales et comment on garde les villes. J'ai toujours l'impression que ça reste le problème principal de ces organisations, alors même que notre problématique c'est comment on se crée les conditions pour gouverner le pays, et donc ça passe pas par des recettes anciennes. J'ai une dernière question, Éric Coquerel, on attend toujours une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, peut-être le fera-t-il d'ailleurs à la fin de ce week-end. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il dise ? Alors déjà, vous devriez, être plus attentif à ce qui se passe, parce qu'il y a eu une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon en réponse au Premier ministre, et qui était une prise de parole combative. Si, je vous vois hocher du bonnet, mais c'est la réalité. Et si vous l'avez entendu, on est debout, on est là, et on compte bien continuer à se battre et à faire en sorte d'inverser le rapport de force dans les années à venir. Donc c'est pas un discours pour vous répondre de quelqu'un qui est en retraite, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose au contraire qui est offensif. Bon, maintenant, je pense que Jean-Luc va continuer à s'exprimer. Je ne sais pas exactement quelle sera la position personnelle qu'il va adopter. En tout cas, pour ma part, je souhaite qu'elle soit toujours au premier plan et au premier rang, parce que vous l'avez compris. Après, ça sera à lui de voir en fonction de son état physique, etc. Parce qu'il n'a jamais nié. Bon, voilà, il n'a pas 20 ans, mais je pense toujours que ça reste notre meilleur atout pour arriver, malheureusement dans le cadre de la Ve République, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas aller jouer à un match de foot si c'est du hand qu'on nous propose, d'arriver à créer les conditions pour qu'on gouverne ce pays. Voilà, ça me semble ça reste le meilleur atout et je souhaite qu'on le préserve. Et quand je dis qu'on le préserve, c'est aussi un petit message que je voudrais passer, c'est-à-dire qu'on trouve quand même que dans la situation dans laquelle nous sommes, France Insoumise, et notamment aux européennes, les attaques que nous avons subies n'ont pas été innocentes par rapport à ça, et qu'on ne nous a pas beaucoup défendu, ce qu'on aurait à certains moments aimé. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci.